Merci beaucoup, Monsieur Casanova. Nous passons maintenant au professeur Philippe Sansonetti, que nous avons déjà eu le plaisir d'écouter il y a un mois à peine, lorsque nous avons eu la séance en hommage à Jules Bordet. Et donc, je vous rappelle que le professeur Sansonetti est professeur émérite à l'Institut Pasteur et également au Collège de France, où il a été titulaire de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses. Monsieur Sansonetti, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère, un, que vous m'entendez et deux, que vous voyez mes diapositives. Tout à fait. Parfait. Donc, merci infiniment pour cette introduction. Je suis très honoré et ravi de faire partie maintenant de cette illustre compagnie de l'Académie royale de médecine de Belgique. Et je tiens à remercier, bien entendu, ceux qui m'ont parrainé, en particulier Jean-Michel Fouadard et Michel Goldman. Pour moi, être membre étranger de l'Académie de médecine belge, je sais pas, je me sens jamais senti étranger en Belgique, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je suis de ce fait extrêmement ému d'être là aujourd'hui. Je voulais très rapidement vous présenter effectivement ma carrière, comme ça m'a été demandé. Mes racines sont véritablement médicales, dans le domaine de la médecine interne, des maladies infectieuses et de la pathologie tropicale, en particulier à l'hôpital de l'Institut Pasteur. Donc c'est ma valence médicale qui a vraiment été, je dirais, le fil rouge de ma carrière scientifique jusqu'à présent. J'ai besoin de la médecine pour nourrir ma réflexion scientifique et au fond permettre de souvent même dessiner les manips. Ma partie scientifique, donc ma vie scientifique s'est déroulée pour l'essentiel à l'Institut Pasteur, dans le domaine de la génétique moléculaire que j'ai apprise avec l'école de Jacques Monod et que j'ai vite pensé, comme médecin, à adapter à l'étude des micro-organismes pathogènes, de sortir un petit peu des micro-organismes modèles comme Escherichia coli par exemple. Et puis la partie enseignement de ma carrière s'est déroulée depuis 2008, après mon élection à la chaire de microbiologie et maladies infectieuses du Collège de France. Donc voilà un petit peu ce parcours, mais j'insiste toujours sur cette, disons, sensibilité médicale qui a dicté beaucoup de choses. Alors, grâce à cette petit microbe qui s'appelle Shigella, que vous voyez rentrer dans une cellule, et je voudrais humblement me mettre un petit peu derrière ce microbe, j'ai pu avoir jusqu'à présent une vie scientifique extrêmement excitante, travailler dans les meilleures institutions de recherche en biologie en France, faire partie d'éminentes académies internationales et d'organismes internationaux. Aujourd'hui, en particulier, devenant membre de l'Académie royale de médecine de Belgique, de participer comme expert à des travaux dans des instances internationales, en particulier à l'OMS, ce qui m'a véritablement donné aussi une perspective de santé publique dans ma carrière. De enfin m'intéresser beaucoup, depuis assez nombreuses années, à l'édition médicale et commencé avec Infection and Immunity. J'ai créé un journal, Cellular Microbiology, et je suis actuellement chief editor d'Embo Molecular Medicine. Toute publicité pour ce très beau journal, puisqu'on parle ici beaucoup de médecine moléculaire. J'ai eu la chance d'être reconnu comme scholar par le Howard Hughes Medical Institute. Enfin bon, voilà, grâce à Shigella, j'ai eu une très belle vie scientifique jusqu'à présent, et c'est aujourd'hui l'occasion, ainsi que de mes collaborateurs et collaboratrices au fil des années, de remercier ce petit micro-organisme. Alors j'ai essayé, en une diapositive, de vous résumer 40 ans de recherche sur Shigella. C'est un peu une gageure. Le premier point qu'il faut comprendre, c'est que c'est une bactérie qui envahit le côlon des enfants et qui cause la dysenterie bacillaire, qui peut être mortelle. Ça reste un problème de santé publique majeur dans les régions les plus pauvres de la planète. Et tout le travail a été de finalement mettre ça en équation, à la fois sur le plan génétique de la bactérie, moléculaire, bien entendu, les effecteurs de cette bactérie, cellulaire, comment cette bactérie se développe sur la base de modèles cellulaires au laboratoire, et bien entendu, parce que je suis médecin, in vivo, comment peut-on, au fond, repliquer la maladie et inscrire finalement ces observations moléculaires et cellulaires dans le processus global de l'infection. Et je pense que
cette mode de travail qui s'est vraiment laissé porter, encore une fois, par l'étude de l'évolution de la maladie, s'est un petit peu imposé, je dirais, dans le domaine de l'application de la génétique moléculaire, de la biologie cellulaire à l'étude des processus infectieux, en particulier bactériens. C'est ce qui s'appelle aujourd'hui la microbiologie cellulaire. Alors Shigella, c'est d'abord et avant tout cette magnifique nanomachine que vous voyez à gauche de la diapositive, qu'on appelle un appareil de sécrétion de type 3. C'est un injectisome, c'est une seringue moléculaire qui permet à la bactérie de, au fond, assurer la subversion des cellules en injectant des effecteurs moléculaires. Et tout ce travail sur Shigella a contribué à effectivement mettre en parallèle ces effecteurs et l'effet sur la pathogénicité. Alors on peut partir à droite de la colonisation qu'on a beaucoup étudié, en particulier la vie d'un microbe à la surface d'un épithélium. C'est un sujet très très intéressant. Comment la bactérie peut rentrer dans les cellules, s'y multiplier, passer d'une cellule à une autre en assurant la subversion du cytosquelette, en particulier de l'actine cellulaire. Et ça avait vraiment été un des éléments pionniers de cette fameuse microbiologie cellulaire. C'est ce jeu avec les cellules, entre un microbe et une cellule, qui nous a véritablement fascinés pendant plusieurs années. Mais on a très vite remarqué que tout ça évoluait bien entendu en parallèle avec le développement de l'inflammation de l'épithélium intestinal et de la muqueuse en général. Et comme médecin, bien entendu, je me suis très vite intéressé à l'aspect inflammatoire, à un rôle de l'inflammation dans les ruptures de la paroi intestinale qui permet aux bactéries de pénétrer, d'envahir, mais aussi, bien entendu, à terme, d'éradiquer cette bactérie. Donc il y a un jeu très subtil où la bactérie, on l'a montré, a besoin d'induire l'inflammation pour rompre la barrière, mais ensuite de la réduire, altérer l'expression des gènes et des éléments de signalisation. Grâce à Shigella, je dois avouer qu'on a découvert des phénomènes comme ce qu'on a appelé l'apoptose pro-inflammatoire des macrophages, qui s'appelle maintenant la pyroptose. On a découvert des senseurs intracellulaires. On connaissait les toll-like récepteurs, mais il nous manquait des senseurs à l'intérieur du compartiment cellulaire, les molécules NOD qui reconnaissent le peptidoglycane bactérien. Donc la bactérie nous a vraiment tiré non seulement vers les aspects de sa propre pathogénicité, mais aussi vers celui d'éléments plus fondamentaux de la régulation de la cellule, de sa biologie, de son cytosquelette, mais aussi des systèmes pro-inflammatoires. Et puis, pour terminer, bien entendu, comment la bactérie peut interagir directement avec l'immunité adaptative. Donc voilà un petit peu le schéma global. Et au fond, tout ça nous a permis aussi de développer des projets plus appliqués, en particulier des projets vaccinaux. Et nous avons, grâce au soutien de l'Union européenne et maintenant de la Fondation Bill et Melinda Gates, un vaccin très innovant, en fait, qui est un vaccin conjugué dont les polysaccharides constitutifs sont totalement chimiquement synthétisés. Les résultats donnent des titres d'anticorps neutralisants très élevés contre la surface de Shigella. Et donc, la Fondation Gates nous accompagne jusqu'en 2024 pour, on l'espère, l'enregistrement et la mise sur le marché de ce vaccin qui reste important car Shigellose reste la première cause de forme grave de maladies entériques chez les enfants dans les pays pauvres entre 0 et 5 ans. Et puis dans toute cette réflexion sur la microbiologie cellulaire, je me suis toujours posé la question de cette balance entre pathogénicité et au fond commensalisme. Je me suis vite intéressé à ce que peut être un pathogène par rapport à un commensal. Et à chaque fois, j'ai écrit des revues parce que ça me permettait de mettre mes idées en place sur la base de ce qu'on avait fait nous-mêmes et bien sûr de la littérature. Et donc, je me suis vite intéressé à ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire l'élément essentiel finalement du contenu microbien de notre organisme. Avec, finalement, peut-on faire une microbiologie cellulaire de la symbiose? C'est plus difficile parce que les phénotypes sont plus compliqués à identifier et à mettre en évidence expérimentalement. C'est donc un switch de paradigme entre, au fond, un pathogène, un autre, à plusieurs micro-organismes, une famille de micro-organismes éventuellement déséquilibrés, c'est ce qu'on appelle la dysbiose, et un autre est de trouver la preuve de causalité, ce qui remène au postulat de corps revisité à l'échelle finalement écologique, de l'écologie bactérienne. Et au fond, c'est
une sorte d'introduction à la médecine environnementale parce que ce microbiote est vraiment un censeur, un intégrateur et un effecteur des changements, de modification de l'environnement humain. Alors, pour terminer, je voudrais juste vous montrer un exemple de ce nouvel angle d'attaque de la microbiologie cellulaire de la symbiose. On a travaillé beaucoup sur l'interface entre microbes et cellules souches et le rôle que ça peut avoir éventuellement dans la régulation et aussi malheureusement dans la survenue de pathologies comme le cancer colique, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je voulais juste vous montrer quelque chose qui a vraiment à voir directement avec des études chez l'enfant, puisque après les vaccins, on voulait continuer à s'intéresser à la santé pédiatrique. C'est celui du rôle du microbiote intestinal dans le nutrition et le métabolisme et le développement de l'enfant. On a développé les outils, comme on sait le faire, pour la pathogénicité, maintenant donc pour la symbiose. On a fait des librairies de mutants, de micro-organismes symbiotiques, comme Lactobacillus paracasei, par exemple, et on peut maintenant appliquer ces systèmes à des modèles cellulaires ou à des modèles animaux, permettant par exemple d'étudier le rôle du microbiote et de ses effecteurs, en particulier de ses métabolites, sur l'absorption des lipides. Et on a montré très clairement que le L-lactate, que l'acétate régulait l'absorption des lipides au niveau de l'intestin. L'acétate en particulier, en activant les linènes oxydation et au fond la mise à plat des ressources intracellulaires qui sont dans les lipides droplets. Donc tout ça représente une espèce de base de travail qui nous a pris plusieurs années à mettre en place avec des postdocs extrêmement brillants, mais on a maintenant un assez bel outil pour aller déposer des questions qui sont plus cliniques. Et je terminerai sur cette étude clinique qui a porté sur 1000 enfants en République centrafricaine et à Madagascar. Nous nous intéressons au stunting, c'est-à-dire à la faible taille, au déficit de croissance de l'enfant avant 5 ans, qui malheureusement n'est qu'un arbre qui cache la forêt, parce que derrière ça, il y a des troubles du développement psychomoteur, des activités et des acquisitions scolaires, une hypersensibilité aux maladies infectieuses. Et ce que nous avons montré, c'est que le tube digestif, en particulier le duodénum de ces enfants, est envahi par une population microbienne en surcroissance, ce qu'on appelle le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, et surprise, nous avons montré que ces bactéries correspondaient essentiellement à des bactéries de la flore orobicale, et on est maintenant de plus en plus sur ce concept de décompartimentalisation des flores dans l'intestin en particulier, qui peut expliquer justement cette interface pathologique qu'on peut observer ici sous l'angle de la réduction de l'absorption lipidique par ces enfants que nous sommes en train de montrer à l'heure actuelle. Et comme vous le savez, en particulier chez le nourrisson, la ressource calorique essentielle apportée par le lait maternel, ce sont quand même les lipides. Donc on pense là, grâce au fond à ce passage de la biologie fondamentale à la clinique et avec les remerciements énormes à nos collègues en Afrique avec lesquels nous avons travaillé en étroite relation depuis 5-6 ans, à démontrer peut-être et apporter des solutions, en particulier dans les soins bucco-dentaires et dans l'enrichissement des nutriments en lipides à ce phénomène de stunting qui est un vrai problème de santé publique qui touche 40% des enfants en Afrique à des degrés divers. Donc voilà, quand il me reste quelques heures de tranquillité et de réflexion, j'essaye d'écrire. Je me suis beaucoup impliqué en France en particulier dans la promotion de la vaccination qui, comme vous le savez, les Français sont des gens qui doutent en permanence et parfois un petit peu trop sur les aspects de la santé publique. Donc voilà, c'est aussi ma partie un peu militante sur la dernière partie de ma carrière. Je suis devenu un militant, mais cette partie-là, j'en suis aussi assez fier. Voilà, je vous remercie de votre attention.